le phénomène, en réalité, s'étend même dans les lieux de détention. La DGSP se rend dans les commissariats de police, prennent des jeunes qui y sont détenus, se rend également à la maison d'arrêt. Le lundi dernier, pas plus tard, le lundi 2 mars, ici, il y a trois jeunes gens qui devraient être libérés. Ils avaient déjà leur ticket de sortie, billet de sortie, et au moment de leur sortie, les éléments de la DGSP sont venus les prendre, jusqu'aujourd'hui portés disparus. Et les parents de ces jeunes, de ces personnes, sont allés à la DGSP. La DGSP ne reconnaît pas les avoir enlevés, mais bien évidemment, ces personnes étaient détentrices de billets de sortie après avoir purgé leur peine, mais aujourd'hui, elles sont portées disparues. Personne ne sait où elles sont. Et ces cas-là se répètent quotidiennement, aussi bien à Brazzaville qu'à Pointe-Noire. Et là où nous avons enquêté, et puis nous avons aussi appris par des sources concordantes que les personnes qui sont enlevées ainsi sont gardées dans les installations de la présidence de la République, aussi bien à Mpila que à Kintélé. Installations publiques ou privées, mais en tout cas, ce qui est considéré comme les installations de la présidence de la République, aussi bien à Brazzaville qu'à Pointe-Noire. Pointe-Noire, c'est à la Côte Sauvage, pas loin de là où se trouve la résidence du président. Et à Pointe-Noire, à Brazzaville, c'est à Mpila et à Kintélé, dans les installations dites de la présidence de la République. Et nos sources concordantes confirment ces informations-là. Et vous imaginez bien que les autorités au sommet de l'État sont bien au courant de ces violations graves des droits humains. Oui, mais Et nos pardon, organisations sont oui, toujours en train de documenter ces cas et nous pensons que en tirant la sonnette. oui, parfait, Mokoko. Je disais, vous avez dit tout à l'heure, ces jeunes qui sont en fait enlevés, il faut le dire comme ça, parce qu'ils ne sont pas informés pourquoi ils sont arrêtés, et c'est de manière arbitraire, ils sont détenus dans des prisons. Vous avez dit, bon, enfin, il faut dire que ce sont des prisons privées, parce que les prisons, les établissements pénitentiaires Non publics sont officielles. connus, C'est des prisons non officielles. Oui. non officiel. Et vous dites là de la présidence. Vous avez même cité au bord de la côte, je crois, à Pointe-Noire, évidemment. Il y a une résidence de Denis Sassou Nguesso là-bas. Et vous parlez aussi de Mpila. Est-ce que je vais comprendre par là que c'est une forme de prise d'otage et que le chef de l'État est au courant de tout cela? Que ça se passe dans son domaine ou dans ses domaines à lui? Vous savez, l'homme le mieux renseigné du Congo, c'est bien le chef de l'État, hein. Il a tous les services pour s'informer, pour être informé. Il a tous les moyens pour s'informer et être informé. Et nous pensons qu'il est bien au courant de ce qu'il se passe. Il est bien au courant, donc, tant que la situation se poursuit, tant que ces enlèvements, ces prises d'otages, comme vous l'avez dit, continuent, nous pensons bien qu'il est au courant de cela et cela l'engage, justement. Donc, la réponse, c'est qu'il est aussi, il participe, il encourage cette opération, cette dérive sur les droits humains. Tenez, question, tous ceux qu'on a arrêtés ne savent pas exactement qui les détient, qui les met, les a pris en détention. Parce que ces personnes viennent cagouler et aussitôt pris, lorsqu'une personne est détenue, il est ligoté, ses mains sont ligotées à l'arrière et ils ont des yeux bandés. S'il reste, s'il reste 2 mois en détention, il reste 2 mois sans voir le jour, sans voir le jour, sans savoir s'il fait nuit ou s'il fait jour. Ça, c'est une forme de torture inouïe, une torture, une souffrance aiguë. Ces jeunes ne savent pas s'il fait jour, s'il fait nuit. Depuis le premier jour qu'on les avait arrêtés, ils ont les yeux bandés. Et ils ne mangent pas comme il se doit. Ils ne mangent qu'une seule fois un morceau de pain pour 4 personnes et avec un morceau de poisson. Oui, mais vous dites qu'on les balade un peu partout. Soit on dit ils sont à tel endroit, ils sont plus là-bas, à tel autre endroit, ils sont plus là-bas. Ça veut simplement dire que ces personnes ont été froidement abattues et probablement jetées dans le fleuve. On a connu ces épisodes-là. Je vous rappelais tout à l'heure le massacre du Beach. Et on est en train de... L'histoire se répète au Congo, sous une autre forme. Toujours des jeunes. Vous parlez déjà de plus de 400 jeunes victimes de cette opération.
Et d'autres, on ne sait même pas où est-ce qu'on les a enterrés, les parents n'ont pas vu les corps, donc on ne sait pas qu'est-ce qu'on en fait. Et lorsqu'on parle d'un Mpila, pour ceux qui connaissent le palais de Sassou Nguesso, à côté, vous avez le fleuve. Et moi, je crains que ces jeunes soient abattus froidement, tués froidement et jetés dans le fleuve, puisqu'ils arrivent même pas à vous dire où est-ce qu'ils sont concrètement. C'est eux qui viennent les enlever et après ils vous disent ils savent plus où est-ce qu'ils sont. Il y a un problème à ce niveau-là. Est-ce qu'on les enterre quelque part dans des fosses communes? Est-ce qu'on les jette dans les fleuves? Je crois que les Congolais devaient se réveiller. Avec moi aujourd'hui, Parfait Moukoko, journaliste, président du conseil d'administration de l'Observatoire congolais des droits de l'homme au CDH. Bonjour Parfait Moukoko. Bonjour Christian, merci de m'avoir invité. Merci d'être avec nous sur R7. Nous allons parler de votre rapport, le rapport OCDH 2026 sur les droits humains en République du Congo, intitulé Les droits humains en grande difficulté au Congo-Brazzaville, l'illusion de démocratie et d'état de droit pour pérenniser la tyrannie. Je rappelle à nos téléspectateurs que la République du Congo, malheureusement, est classée 122e sur 142 dans l'indice de l'état de droit selon World Justice Project, le WGPI. C'est une organisation américaine. Alors, Parfait Moukoko, dans votre rapport, vous relevez un certain nombre d'aspects, notamment les cas de torture, et de traitements cruels, inhumains et dégradants. C'est à la page 16, les exécutions sommaires extrajudiciaires et disparitions forcées, le système pénitentiaire et les conditions de détention. Vous parlez aussi de la répression politique et détention des opposants, entrave à la liberté de manifestation publique et pacifique. Il y a également l'entrave à la liberté d'expression et de la presse, violation des droits électoraux, et restriction de l'espace civique. Un rapport que je recommande d'ailleurs à nos téléspectateurs et aux Congolais qui nous suivent. Parfait Moukoko, vous me disiez que vous avez présenté ce rapport à Brazzaville, mais que vous avez rencontré un certain nombre de difficultés. Pouvez-vous nous en parler? Oui, tout à fait. Le 27 février dernier, donc le vendredi dernier, l'Observatoire congolais des droits de l'homme a publié son rapport 2026, dont vous venez de lire le titre. Et la publication, la préparation de la publication de ce rapport s'est avérée assez épique pour nous parce que nous avions réservé la salle du Centre d'information des Nations Unies, le meilleur endroit à Brazzaville pour publier un rapport sur les droits humains, non seulement parce que c'est le cadre approprié, c'est le siège même des Nations Unies au Congo-Brazzaville, mais aussi nous pensions que c'est le meilleur endroit pour la sécurité des journalistes qui étaient là et même pour les défenseurs des droits humains. Et nous avions toujours publié nos rapports à cet endroit-là. Et lors de la publication au moment de la publication du rapport, nous avons réservé la salle et le jour même de la tenue de l'activité en matinée, nous avons reçu des informations, ou en tout cas un coup de fil du Centre d'information des Nations Unies, où le responsable nous demandait de décommander leur salle, de reporter la réalisation de cette activité, de ne plus tenir l'activité dans les installations du Centre d'information des Nations Unies, parce que le gouvernement considérait cette activité comme un trouble à l'ordre public. Et le représentant résident des Nations Unies à Brazzaville aurait reçu des pressions fortes de la part du gouvernement congolais pour empêcher la tenue de cette conférence de presse de l'OCDH consistant à présenter un rapport sur l'état des droits humains au Congo-Brazzaville. Alors, vous imaginez bien tout le désagrément que cela a pu causer. Les journalistes qui savaient que l'activité allait se tenir le 27 au Centre d'information des Nations Unies à 14 heures, et il fallait donc rattraper ces journalistes pour leur dire que le lieu devait changer. Et nous avons tenu l'activité à un autre endroit, à notre siège, dans les conditions d'espace réduit, mais nous avons pu quand même tenir notre conférence de presse
En fait, de conférence de presse, nous l'avons transformé en point de presse. Et c'est en aparté que nous avons organisé des interviews particulières avec tel ou tel organe de presse. Et nous avions senti que il y avait une tension dans Brazzaville avec la publication de ce rapport et il fallait bien prendre des dispositions de sécurité par rapport à la publication de ce rapport. Et nous remercions donc à cette occasion les journalistes qui sont quand même venus à notre siège. Nous remercions également les missions diplomatiques qui ont envoyé leurs diplomates assister à la conférence de presse. Et c'est ce qui nous donne l'espoir qu'il y a quand même des gens sur lesquels il faut compter pour l'amélioration de la situation des droits humains au Congo-Brazzaville. Merci. Oui, mais c'est très curieux. Enfin, après, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que, bah, enfin, ça s'apparente à un boycott carrément, parce que s'il ne voulait pas vous accorder la salle, on vous l'aurait dit le premier jour, où vous avez réquisitionné la salle, ou peut-être 24 heures avant la tenue même de l'activité. Comment se fait-il que la représentation des Nations Unies au Congo, donc cette organisation internationale, vous surprend le jour même de la présentation de votre rapport? Ça s'apparente à une entrave, en fait, à la liberté Exactement. d'expression. Exactement. Pour nous, c'est une complicité à cette entrave, une complicité à la restriction de l'espace civique. Les Nations Unies devraient même être les premiers. Le responsable des Nations Unies devrait être le premier à nous défendre, parce qu'il s'agit ici d'une violation de notre droit en tant que citoyen à partager, à publier un document qui a fait l'objet d'un travail minutieux, patient et laborieux des enquêteurs de l'OCDH pour faire l'état des droits humains au Congo. Nous parlons bien des droits humains, donc d'une matière qui est au centre même de l'action des Nations Unies. Mais c'est au niveau du Centre d'information des Nations Unies qu'on nous empêche de tenir notre conférence de presse parce que le gouvernement congolais ferait, a fait des pressions, a fait pression sur les responsables des Nations Unies pour que cette activité ne se tienne pas, sinon ce serait un trouble à l'ordre public. Vous imaginez bien que des organisations de la société civile, connues et reconnues, agréées par le gouvernement congolais, puissent troubler l'ordre public dans les installations des Nations Unies. Vous sentez bien qu'il y a une paranoïa quelque part. Et qu'est-ce qui justifierait cet acte, cette entrave à la publication des rapports sur les droits humains? À Mais mon lorsqu'on avis, c'est parle, juste la gêne que susciterait cette publication. oui, mais parler de troubles à l'ordre public, c'est en lien avec quoi concrètement? Vous auriez invité quoi? Beaucoup de gens, beaucoup de jeunes, un public, ou qu'est-ce qui pouvait faire penser à ces troubles à l'ordre public? Évidemment, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Oui, pardon, parfait, Moukoko. Lesquels étaient invités à cette réunion? Cette réunion était invité les journalistes de la presse nationale, la presse internationale et aussi les représentants des missions diplomatiques. Union européenne, ambassade de France, toutes les ambassades étaient conviées. Et aussi, tenez-vous bien, la Commission nationale des droits de l'homme, ainsi que le ministère de la Justice. Parce que ce que l'OCDE publie, c'est connu, c'est public. C'est, c'est pas un secret. Et nous avons voulu présenter ce rapport devant ces autorités-là. Donc, le ministère de l'Intérieur, de, 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 de la Justice était invité, la Commission nationale des droits de l'homme était invitée, mais tenez-vous bien, ils ne se sont pas présentés. Et nous pensons que ce sont ces institutions qui ont organisé cette sorte de boycott ou de sape de cette activité. Alors, parfait, Moukoko. Allons donc comprendre ce que relève votre rapport, ce qui pourrait également nous aider à comprendre les raisons derrière cette tentative d'empêcher sa présentation aux représentations diplomatiques et au public congolais. D'abord, les aspects portant sur les exécutions sommaires, extrajudiciaires et disparitions forcées. C'est quoi ce que vous ressortez dans ce rapport? Et effectivement, ce rapport sur la situation des droits humains comporte un long chapitre sur les cas d'exécution sommaire et extrajudiciaire perpétrés par les forces de l'ordre, la force publique, et particulièrement les éléments de la Direction générale de la sécurité présidentielle qui, depuis septembre dernier, mène une opération dite Zéro Kuluna. Nous pensons que cette opération n'est qu'un prétexte pour priver de la vie des jeunes gens qui sont arrêtés
exécutés de sang-froid, généralement devant parents en public, exécutés de sang-froid, et les corps exposés à la vue de tout le public. Et il est même interdit, il est arrivé des cas où on interdise aux parents et aux proches de reprendre le corps et de l'amener à la mort. Il y a des exécutions sommaires pratiquement tous les jours. Et la force publique sera responsable d'exécution de massacres des jeunes. Les, 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 il y a certaines personnes qui sont exécutées simplement sur dénonciation, parfois calomnieuse. Mais il suffit d'avoir une attitude suspecte et pour que l'agent de la DST, DGSP, tire à bout portant sur quelqu'un et il tombe devant le public et comme si de rien n'était. La vie humaine ne vaut plus rien au Congo-Brazzaville. Et tout cela, c'est parce que le président de la République, chef de l'État, a pris avait prêté le serment de respecter les droits humains, de respecter la Constitution. La même Constitution qui souligne que la vie humaine est sacrée, il a autorisé que les éléments chargés de sa sécurité puissent exécuter de sang-froid des individus prétendument accusés d'être des bandits armés. Évidemment, nous souffrons tous de l'insécurité créée par les bandits armés que nous appelons bébés noirs au Kuluna. Mais évidemment, l'approche adoptée est digne d'un régime de jungle, est digne d'une jungle, parce que les gens armés peuvent tuer allègrement sur simple dénonciation, sur simple présomption des individus qui ont perdu la vie. Et à ce jour, nous estimons, parce que nous n'avons juste documenté que ceux qui sont dans les rapports, les cas qui sont dans le rapport, mais nous pouvons estimer que l'on a exécuté des centaines de personnes, des centaines de personnes, on peut estimer même à 400 personnes qui sont déjà décédées au cours de ces exécutions sommaires. Les cas d'exécution dont nous avons parlé ne sont que des cas emblématiques. Mais il y a d'autres cas qui n'ont pas été suivis par nous, mais nous savons qu'il y a eu des exécutions sommaires à travers tout le pays. Et en plus des exécutions sommaires, il y a des cas, alors là, les cas les plus flagrants de disparition forcée. Et ces cas-là sont les plus nombreux. Aujourd'hui, l'OCDH, parce que nous le faisons depuis 2 à 3 semaines déjà, l'OCDH reçoit pratiquement tous les jours des parents de personnes portées disparues. Portées disparues parce que la garde présidentielle, j'allais dire la Direction générale de surveillance de la sécurité présidentielle, est arrivée sur dénonciation ou sur présomption, est arrivée dans des maisons, ont pris des jeunes, les ont amenés sans dire précisément ce qu'on leur reproche, et jusqu'aujourd'hui, les parents n'ont aucune information sur le lieu de détention, n'ont aucune information sur le sort de ces jeunes-là, et certains sont dans cette situation depuis le mois de septembre. Figurez-vous, des parents qui n'ont aucune nouvelle des enfants que la police est venue arrêter, la garde présidentielle, disons-le comme ça, est venue arrêter et la garde présidentielle les détient dans des endroits inconnus et la garde présidentielle ne reconnaît pas qu'elle les garde par devers lui et sous leur contrôle. Et ces cas entrent dans le cadre, dans la catégorie des cas de disparition forcée. Vu l'ampleur, parce que nous avons documenté près de 70 cas déjà, vu l'ampleur de ces cas, aussi bien à Pointe-Noire qu'à Brazzaville, nous pensons que ces actes sont constitutifs de crimes contre l'humanité, dont est compétente la Cour pénale internationale. Et l'OCDH venait d'apprendre, parce que nous avons reçu aujourd'hui un parent qui est venu. Nous avons parlé des enfants, des jeunes qu'on est venu prendre ou enlever à domicile, certains dans la rue. Mais le phénomène, en réalité, s'étend même dans les lieux de détention. La DGSP se rend dans les commissariats de police, prennent des jeunes qui y sont détenus, se rend également à la maison d'arrêt. Le lundi dernier, pas plus tard, le lundi 2 mars, ici, il y a 3 jeunes gens qui devraient être libérés. Ils avaient déjà leur ticket de sortie, billet de sortie, et au moment de leur sortie, les éléments de la DGSP sont venus les prendre jusqu'aujourd'hui portés disparus. Et les parents de ces jeunes, de ces personnes sont allés à la DGSP. La DGSP
ne reconnaît pas les avoir enlevés, mais bien évidemment, ces personnes étaient détentrices de billets de sortie après avoir purgé leur peine, mais aujourd'hui, elles sont portées disparues. Personne ne sait où elles sont. Et ces cas-là se répètent quotidiennement, aussi bien à Brazzaville qu'à Pointe-Noire. Et là où nous avons enquêté, et puis nous avons aussi appris par des sources concordantes que les personnes qui sont enlevées ainsi sont gardées dans les installations de la présidence de la République, aussi bien à Mpila que à Kintele. Installations publiques ou privées, mais en tout cas, ce qui est considéré comme les installations de la présidence de la République, aussi bien à Brazzaville qu'à Pointe-Noire. Pointe-Noire, c'est à la Côte-Sauvage, pas loin de là où se trouve la résidence du président. Et à Pointe-Noire, à Brazzaville, c'est à Mpila et à Kintele, dans les installations dites de la présidence de la République. Et nos sources concordantes confirment ces informations-là. Et vous imaginez bien que les autorités au sommet de l'État sont bien au courant de ces violations graves des droits humains. Oui, mais Et nos pardon, organisations sont oui, toujours en train de documenter ces cas et nous pensons que en tirant la sonnette. oui, parfait, Mokoko. Je disais, vous avez dit tout à l'heure, ces jeunes qui sont en fait enlevés, il faut le dire comme ça, parce qu'ils ne sont pas informés pourquoi ils sont arrêtés, et c'est de manière arbitraire, ils sont détenus dans des prisons. Vous avez dit, bon, enfin, il faut dire que ce sont des prisons privées, parce que les prisons, les établissements pénitentiaires Non publics sont officielles. connus, C'est des prisons non officielles. Oui. non officielles. Et vous dites là de la présidence. Vous avez même cité au bord de la côte, je crois, à Pointe-Noire, évidemment, il y a une résidence de Denis Sassou Nguesso là-bas. Et vous parlez aussi de Mpila. Est-ce que je vais comprendre par là que c'est une forme de prise d'otage et que le chef de l'État est au courant de tout cela? Que ça se passe dans son domaine ou dans ses domaines à lui? Vous savez, l'homme le mieux renseigné du Congo, c'est bien le chef de l'État, hein. Il a tous les services pour s'informer, pour être informé. Il a tous les moyens pour s'informer et être informé. Et nous pensons qu'il est bien au courant de ce qu'il se passe. Il est bien au courant, donc, tant que la situation se poursuit, tant que ces enlèvements, ces prises d'otages, comme vous l'avez dit, continuent, nous pensons bien qu'il est au courant de cela et cela l'engage, justement. Donc, la réponse, c'est qu'il est aussi, il participe, il encourage cette opération, cette dérive sur les droits humains sous prétexte de lutte contre le banditisme armé. Mais tenez-vous bien, Christian, il y a des jeunes qui sont arrêtés. Bien sûr qu'il y a certains qui prennent la drogue, mais nous savons aussi qu'il y a de grandes personnes, hein, en veste-cravate qui prennent la drogue aussi. Nous savons. Mais pourquoi on n'arrête pas cela? On peut consommer la drogue, tramadol ou marijuana, et poser des actes de banditisme armé, il y a bien une différence. Alors, même s'il faut traquer les bandits armés qui écument nos villes et villages et campagnes, il y a bien une loi dans ce pays. Pourquoi ne pas laisser la justice assumer cette tâche? C'est pour ça que nous demandons de judiciariser la traque des bébés noirs, la traque des Koulouna, la traque des bandits armés. Ne pas laisser la police, j'allais dire la garde présidentielle, gérer cette situation comme une police à part, comme une structure indépendante qui agit comme bon lui semble, qui exécute, qui tue, fait disparaître et commet des actes de torture. Tenez, Christian, tous ceux qu'on a arrêtés ne savent pas exactement qui les détient, qui les met, les a pris en détention. Parce que ces personnes viennent cagouler et aussitôt pris, lorsqu'une personne est détenue, il est ligoté, ses mains sont ligotées à l'arrière et ils ont des yeux bandés. S'il reste, s'il reste 2 mois en détention, il reste 2 mois sans voir le jour, sans voir le jour, sans savoir s'il fait nuit ou s'il fait jour. Ça, c'est une forme de torture inouïe, une torture, une souffrance aiguë. Ces jeunes ne savent pas s'il fait jour, s'il fait nuit. Depuis le premier jour qu'on les avait arrêtés, ils ont les yeux bandés. Et ils ne mangent pas comme il se doit. Ils ne mangent qu'une seule fois un morceau de pain pour 4 personnes et avec un morceau de poisson. Ils sont ligotés, ils sont battus plutôt
tous les jours, sont battus tous les jours, selon nos informations concordantes. Et cela explique que d'autres n'en reviendront certainement plus. Oui, mais parfait, Moukoko. Évidemment, lorsque vous parlez de la détention, les conditions de détention de ces jeunes qu'on enlève chez eux, souvent, c'est de nuit, c'est ce que nous avons appris, ou aux premières heures de la matinée, ils sont, voilà, en sorte séquestrés chez le président de la République, qui est conscient Oui, de ce qui est en train de se passer. C'est une prise d'otage oui, des jeunes, et après d'autres disparaissent, on ne sait pas quelle direction ou quelle destination prennent-ils. Et tout cela, oui, Denis Sassou Nguesso est au courant. Bon, d'entrée de jeu, nous avons parlé de un peu du boycott, il faut appeler ça comme ça, par une organisation pourtant bien connue, les Nations Unies, la représentation des Nations Unies au Congo. Moi, ça me fait penser à ce qui s'est passé dans les années 1999. Vous vous rappelez cette affaire du beach, les massacres du beach? oui, Le Congo est en tout à fait, sorte victime tout à fait. d'un complot international et lorsqu'on avait assassiné ces jeunes, le HCR était représenté et avait fermé les yeux, savait ce qui se passait. D'entrée de jeu, vous avez noté, vous avez signalé quelque chose de très, et ce que moi je n'ai jusque-là, je ne comprends pas, qu'une représentation des Nations Unies puisse vous empêcher ou refuser que vous présentiez votre rapport dans leur voilà, enceinte, comme, puisque cela a été déjà, je crois, Oui. réquisitionné. Je ne sais pas si ça c'est payant ou comment ça se passe. C'est payant, c'est ça? Les salles sont payantes là-bas? C'est payant, c'est payant, c'est Et payant. Nous avons vous payé. avez Oui, payé. c'est payant, c'est payant. Nous avons Vous a- bien payé et l'argent a été remboursé. Ils ont remboursé l'argent. Mais c'est Absolument. curieux ça. Voilà, donc je parlais des assassinats ou des massacres qui ont eu lieu au beach de Brazzaville. Et là, il y avait la complicité du HCR. Maintenant, là où on parle des cas de torture, de disparition forcée, des exécutions sommaires qui ont lieu au Congo, vous l'avez dit presque tous les jours depuis septembre dernier, voilà que les Nations Unies estiment que sous prétexte que le gouvernement congolais n'apprécierait pas cette activité, vous empêche de tenir cette réunion où vous présentiez normalement votre rapport. Moi, je pense qu'il y a un souci là. Et vous, à votre niveau, comment est-ce que vous avez perçu ça? Ce boycott? Nous pensons que les Nations Unies ont failli à leurs obligations. Parce que si nous avions choisi cet endroit, c'est parce que nous pensons que la problématique des droits de l'homme est au centre même de l'existence de l'objet des Nations Unies. Et cela ressemble à une sorte de forfaiture de niveau international pour les Nations Unies. Alors que nous pensions que le représentant résident des Nations Unies devrait être celui qui allait défendre la nécessité de la publication de ce rapport dans les installations des Nations Unies, parce que nous l'avons toujours fait ainsi. Mais aujourd'hui, ce grand responsable des Nations Unies a cédé à la pression du gouvernement. C'est, à notre avis, une sorte de complicité à la restriction de l'espace civique. Les Nations Unies contribuent à la restriction de l'espace civique au Congo. Et ça, nous, au sein de la coalition dont l'OCRH est membre, nous avons déjà écrit pour exprimer notre indignation et notre protestation. Le responsable des Nations Unies au niveau de Brazzaville a failli à sa mission. C'est indigne, son acte est indigne du niveau de responsabilité qu'il a au niveau des Nations Unies. Et nous pensons que cela mérite une dénonciation publique et ferme de la part de la société civile. Et cette dénonciation est en train de se préparer et nous allons dénoncer et rencontrer le monsieur pour lui exprimer de vive voix avec lettre à l'appui. Merci. Parfait, Mokoko. Vous avez parlé de la détention de ces jeunes qu'on enlève dans les quartiers presque tous les jours. Cela suppose que ça se déroule jusqu'à maintenant où nous sommes en train de réaliser, par exemple, cette émission. Nous sommes bien entendu le 4 mars 2026. Et vous nous direz si là où on les détient, ce sont les bâtiments appropriés ou
c'est quoi? Comment ça se présente là-bas? Les conteneurs ou comment ça se passe? Parce qu'une fois, nous avons vu sur les images, c'était des conteneurs où on entassait des jeunes. Comment ça se passe là-bas? Une similitude avec la situation de 1999 que l'OCDH connaît bien, que l'OCDH a couvert aussi. Évidemment, on parle de conteneurs. Les jeunes gens sont gardés dans des conteneurs. On a dû faire, selon nos sources, hein, on a dû faire des trous sous les conteneurs pour laisser passer de l'air, mais les gens sont détenus dans ces conteneurs, imaginez bien ligotés, les yeux bandés, ils font les besoins là même, sur place. Vous imaginez la suite de l'inhumanité de ces conditions-là, des conditions infrahumaines, infrahumaines. Et ça se passe au Congo, au moment où l'on prépare une élection présidentielle. Vous voyez, le plus jeune des personnes portées disparues a 15 ans, le plus âgé a 35 ans. C'est dans cette fourchette-là que l'on a pris des jeunes gens. Mais nous avons rencontré les familles, les parents de ces personnes portées disparues. Mais parmi eux, il y a des pères de famille. Parmi eux, il y en a qui travaillaient quelque part. Des pères de famille. Ils manquent à leur famille depuis 3 mois, 4 mois, 5 mois. Simplement parce que ils sont présumés Kuluna. Simplement parce que quelqu'un a dénoncé. Simplement parce que ils ont l'air, ils donnent l'impression d'être des Kuluna. Mais nul n'a été arrêté en flagrant délit de commission d'actes de banditisme. Ça ne s'est pas fait comme ça. Donc, il n'y a eu aucune enquête. Aucune enquête. Mais pourquoi, diable, on ne met pas la justice devant? Les magistrats sont là pourquoi? Et depuis lors, aucun procureur de la République ne s'est prononcé. Ils se sont tous tus. À la limite, je dirais qu'ils se cachent. Ils se cachent. Évidemment, c'est cet aspect que je voudrais qu'on aborde également, parce que tout à l'heure, vous nous avez parlé des cas de trois personnes qui ont été, je ne sais pas s'il faut dire, remis entre les mains de la DGSP, ou c'est la DGSP, oui, qui est allée les chercher alors qu'ils avaient déjà leur billet de sortie. Ça veut dire que ces personnes Ils venaient, sont, oui, voilà, de purger leur peine et qu'ils étaient au point de sortir. Voilà qu'on vient les exact. chercher par la Exact. DGSP. Et ces cas-là, normalement, en réalité, je ne sais pas comment expliquer ça, mais ça devient un peu très compliqué parce qu'on ne sait plus qui est, même lorsqu'on dit Kuluna, il n'y a pas un statut juridique pour ça. Cela veut dire quoi? La DGSP peut se permettre d'aller arrêter n'importe qui, tuer n'importe qui, puisqu'il tue, sans procès, comme disait d'ailleurs le général Serge Bois, sur la base des renseignements. Mais les renseignements seuls ne suffisent pas pour désigner quelqu'un d'un bandit. Vous l'avez même dit tout à l'heure, on ne les a pas attrapés en flagrant délit. Donc, c'est par des coups de fil, par soi-disant des renseignements, mais là encore, je suis un peu... mais c'est très curieux de voir ce qui se passe au Congo et la place de la justice, l'implication de la justice dans ces opérations, puisque même dans ses propos, Denis Sassou Nguesso avait dit à un moment donné, la justice sera impliquée, la force, comment ils appellent ça, les forces de l'ordre sera impliquée, mais on a l'impression qu'il y a une activité menée, une opération qui est menée par plusieurs unités de l'armée, de la gendarmerie, puisqu'on nous parle de la GR, on nous parle de je ne sais pas de quelle brigade, et à côté il y a aussi la DGSP, donc finalement on ne sait plus qui est en train de faire quoi concrètement. Quelle est l'implication de la justice dans cette affaire-là, dans tout ça? La justice est totalement absente. Sinon, elle n'est pas impliquée. Je dirais même qu'elle est dans une inaction assumée. C'est une inaction assumée et certains magistrats disent même, sans gêne, hein, que cette affaire les dépasse, ne relève pas de leur niveau. Évidemment, c'est parce que c'est un ordre venu non écrit, hein, non écrit, venu du président de la République pour qu'on déploie cette opération. Et donc, les magistrats sont inopérants, incapables d'agir, malgré leurs attributions, le rôle qu'ils doivent jouer. Mais il y a la séparation des pouvoirs, non? C'est pas ça?
Comment les magistrats ne peuvent pas agir? Ben, est-ce que cette séparation du pouvoir est effective? Je ne crois pas, hein. Nous voyons bien qu'elle n'est pas effective. Cette inaction assumée confirme qu'il n'y a pas de séparation de pouvoir. La justice n'a pas d'autorité. Elle n'a pas d'autorité devant la DGSP, Direction générale de la sécurité présidentielle. La justice ne peut rien faire. Et les magistrats n'ont aucune capacité à faire valoir la loi, même s'ils sont responsables de l'application de la loi. Rien ne se fait. De ce point de vue, nous pensons qu'il y a un grave problème. C'est pour ça que le titre de notre rapport, c'est l'illusion de démocratie et d'état de droit pour pérenniser la tyrannie. Il y a une culture, un climat de terreur qu'il faut instaurer et qu'il faut maintenir, et cela permet de pérenniser la tyrannie, de pérenniser le régime au mépris des droits humains. Voilà, alors, parfait, mon coco. Je suis en train de comprendre. Après ça, ça n'engage que moi. Voilà. Ce que moi, j'ai cru comprendre, que Denis Sassou Nguesso, le chef de l'État congolais, s'est constitué une milice à lui, la DGSP, à qui il a donné l'instruction de tuer, d'assassiner des jeunes Congolais. Et cela se passe sous la complaisance de la justice congolaise, de l'armée congolaise, de la gendarmerie, de la police, de toutes les institutions. Des jeunes Congolais sont en train d'être massacrés par une milice de Denis Sassou Nguesso. C'est le moins qu'on peut dire. Après, je peux me tromper, mais je crois que c'est cela. Parce que lorsqu'on parle des prisons qui sont dans l'enceinte même de la présidence, Ampila, quand on parle de ces prisons de fortune dans l'enceinte de la présidence à Pointe-Noire, nous connaissons tous là où est la maison, la villa de Denis Sassou Nguesso, et que Denis Sassou Nguesso, chef de l'État congolais, au courant de tout cela, et que c'est lui qui a ordonné, alors qu'à côté, il y a la justice, il y a la gendarmerie, la police et tous ces corps que je viens de citer, il passe outre en train d'organiser ces crimes, ces assassinats à lui. C'est ce que moi j'ai cru comprendre. Et face à cela, vous, les organisations non gouvernementales, oui, c'est vrai que vous publiez des rapports, mais bon, je ne sais pas si c'est à vous qu'il faut poser cette question. Comment vous entendez faire pour arrêter cela? Parce que c'est finalement un massacre bien planifié auquel nous sommes en train d'assister sous le faux prétexte de lutte contre le banditisme au Congo. Même chez les Mollahs, on ne fait pas comme ça. Oui, oui, Christian, il y a deux points qu'il faut poser. D'abord, le chef de l'État, c'est l'homme le mieux informé du Congo, hein, le mieux renseigné du Congo. Il ne peut pas ne pas savoir ce qu'il se passe concernant ces exécutions sommaires, ces cas de disparition forcée. Il ne peut pas ne pas le savoir, surtout que ça se passe dans les installations de la présidence de la République. Le deuxième point, c'est que la DGSP est un organe officiel sous la direction du chef de l'État. C'est quand même un organe chargé de la sécurité du président de la République et de sa famille, et de ses biens, des installations officielles du bureau de la présidence de la République. Mais cette force commet des exactions depuis septembre dernier, depuis près de 6 mois, et il n'y a aucun recours face aux exactions, aux dérives, à la dérive, aux déviations en matière des droits de l'homme que commettent les agents, les éléments de la DGSP. Alors, cela montre que c'est l'État lui-même qui s'engage à massacrer des jeunes gens sous le prétexte d'être dans la lutte contre le banditisme armé, sous le prétexte que ce sont des koulounars, des bébés noirs, des bandits armés. En réalité, il y a un plan de massacre des jeunes. Et malheureusement, il n'y a pas de recours. Les 70 cas de disparition forcée que l'OCDH à ce jour a déjà enregistrés, les 70 cas ne représentent qu'une partie de la situation à l'échelle de tout le pays parce que les violations des droits humains, toutes ces exécutions sommaires, ces disparitions forcées se font à l'échelle de tout le pays. Ces 70 cas sont des cas bien documentés, des cas que nous pouvons démontrer et des cas dont les parents, dont les parents ne savent où se plaindre, ne savent à quelle autorité se vouer, quelle autorité pourrait trouver la réponse à leur questionnement.
Aujourd'hui même, au 31 juillet, aujourd'hui, nous sommes le 4 mars, au 31 juillet de Pointe-Noire, il y avait un regroupement de près de 50 parents de personnes portées disparues, d'après nos sources là-bas. Personnes portées disparues, parce qu'on leur avait dit que désormais, ils sont au camp 31 juillet. Tout le monde, tous ces parents se sont déportés donc au camp 31 juillet à Pointe-Noire pour s'entendre dire qu'il n'y a pas de personnes détenues au camp 31 juillet, ils doivent aller chercher ailleurs. Mais depuis des mois, ces personnes, ces parents n'ont pas vu leurs enfants, ne savent pas où ces enfants sont détenus, ne savent pas quelle autorité peut trouver une solution à leurs problèmes. Vous imaginez bien que nous vivons dans une sorte de jungle où les plus faibles sont écrasés. Mais ça, on ne peut pas dire que ça se passe à l'insu du président de la République, qui est le garant de la protection des droits humains au Congo et qui est en campagne en tout temps pour que d'autres citoyens puissent voter pour lui. Mais il y a des citoyens qui sont portés disparus. Il y a des citoyens qui sont en détention arbitraire. Il y a des citoyens qui ont perdu la vie de manière froide. On a exécuté froidement des citoyens dans la rue. Et le président ne devrait pas laisser faire ça. Il en est responsable. Oui, mais vous dites qu'on les balade un peu partout. Soit on dit ils sont à tel endroit, ils sont plus là-bas, à tel autre endroit, ils sont plus là-bas. Ça veut simplement dire que ces personnes ont été froidement abattues et probablement jetées dans le fleuve. On a connu ces épisodes-là. Je vous rappelais tout à l'heure le massacre du Beach. Et on est en train de... L'histoire se répète au Congo, sous une autre forme. Toujours des jeunes. Vous parlez déjà de plus de 400 jeunes victimes de cette opération. Et d'autres, on ne sait même pas où est-ce qu'on les a enterrés. Les parents n'ont pas vu les corps, donc on ne sait pas qu'est-ce qu'on en fait. Et lorsqu'on parle de Mpila, pour ceux qui connaissent le palais de Sassou Nguesso, à côté, vous avez le fleuve. Et moi, je crains que ces jeunes soient abattus froidement, tués froidement et jetés dans le fleuve, puisqu'ils arrivent même pas à vous dire où est-ce qu'ils sont concrètement. C'est eux qui viennent les enlever et après ils vous disent ils savent plus où est-ce qu'ils sont. Il y a un problème à ce niveau-là. Est-ce qu'on les enterre quelque part dans des fosses communes? Est-ce qu'on les jette dans les fleuves? Je crois que les Congolais devaient se réveiller. Après, il y a ceux qui se réjouissent de cette opération. Je veux bien, tout à l'heure vous l'avez dit. Personne ne peut se réjouir en fait du banditisme dans la ville ou des actes criminels. Tout ça, ok. Et un État a le droit évidemment de lutter contre le banditisme dans la société, dans les villes. Mais cela doit se faire avec, bien entendu, l'application de la loi, la justice. Or là, on est en train Absolument. de tuer, d'enlever, de tuer, d'abattre froidement et de faire disparaître les corps. Et les gens applaudissent. Je vais vous le dire, si quelqu'un m'appelait, lui aussi, son fils doit être dans le même cas, bien sûr, un fils qui a été enlevé. Et jusque-là, il n'a plus retrouvé son fils. Mais il me dit, en aparté, il dit oui, au début, même moi, j'avais salué cette opération. Et là, curieusement, moi-même, je suis victime. Alors que mon enfant n'a rien fait. Tout le monde le connaît. Je le dis pour aussi informer tous ceux qui sont en train de se réjouir de cette opération. Moi, je ne suis pas contre la lutte contre le banditisme. Personne ne peut être contre la lutte contre le banditisme. Mais ce qui se fait au Congo n'a rien à voir avec la lutte contre le banditisme. Ce sont des crimes contre l'humanité, Absolument. des enlèvements Absolument. des jeunes et en masse en plus sur la base des informations, le coup de fil, de dénonciations parfois calomnieuses. Oui. On va chercher les jeunes sans les entendre, sans leur laisser la possibilité de s'expliquer. On les achève froidement et les corps disparaissent. Où vont ces corps? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Alors, puisque vous avez présenté le rapport Parfait Mokoko, je pense que la presse était là, elle a dû vous interviewer. Mais sur Internet, comme qui dirait, sur la toile, comme sur voilà, les médias classiques, on n'a presque rien vu. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Exactement. Exactement. Le constat est clair. La presse s'est s'est autocensurée parce qu'elle n'est pas libre au Congo. Elle n'est pas libre. Et à plus forte raison, il y a une grande radio
connue et reconnue, internationale, une radio pour ne pas la citer, connue et reconnue, qui nous a interviewés pendant près de 5 minutes, mais qui a mis l'interview sous le coude, pour reprendre l'expression du journaliste, euh, parce que le moment est bizarre, selon son expression. Il y a la campagne électorale, alors que nous pensons que les médias constituent également avec nous des partenaires pour la lutte en faveur des droits humains, des partenaires pour la démocratie. On ne peut pas être journaliste et encourager la tyrannie, se taire face aux violations graves des droits humains. Nous venons de parler de 70 cas documentés de disparition forcée à l'OCDH. Et à l'échelle de tout le pays, il faut multiplier par 10 certainement. Nous ne parlons que des cas documentés, ce dont nous pouvons parler aujourd'hui. Mais il y a d'autres, les investigations se poursuivent. Mais il y a des journalistes qui le savent. Ils ont des informations, les détails, mais ils se gardent de publier parce qu'il y a la campagne. Et c'est un journaliste d'une radio internationale qui le dit. La Oui, presse mais nationale, imaginez pardon, parfait qu'elle puisse Mokoko. censurer. Oui, parfait Mokoko. Je sais quand vous aussi vous êtes journaliste. Ce n'est pas que je vais vous forcer à nous dire, à nous citer le nom de la radio, mais c'est une rétention de l'information. Tous les journalistes le savent et c'est un délit. Exactement, Ce n'est pas exactement, normal. Bon, maintenant, exactement. si vous aussi vous retenez l'information parce que vous ne voulez pas dire le nom de la radio, bah, je vous laisse Non, la liberté. Mais non, les journalistes, d'abord, sont je caractérisés par pensais leur que, courage. je pensais que nos téléspectateurs sont assez avisés qu'il s'agit de RFI. Je pensais qu'ils avaient compris qu'il s'agissait de RFI. Et c'est le correspondant de RFI qui fait de la rétention de l'information. Il y a des situations si graves que les disparitions forcées, des situations si graves que des exécutions sommaires. Un rapport sur les droits humains est publié, il s'assoit dessus. Il s'assoit dessus. Et il donne des arguties, des arguments bidons pour justifier que ça devrait pas, ça devrait attendre. Et il veut nous mener en bateau. Alors que nous avons tout compris. Nous avons tout compris. Et prochainement, on saura comment se tenir. Ce que les gens ont tendance à oublier, surtout les journalistes, beaucoup de journalistes, hein, de chez nous, de chez moi, peut-être moi-même aussi, c'est que le journaliste, c'est avant tout aussi un défenseur des droits humains. Et donc, Exactement. il ne peut pas Exactement. retenir une telle information. Après, il faut qu'on nous explique la Exactement. raison pour laquelle. Exactement. Oui, élection, mais Exactement. évidemment, cette information va servir aux Congolais d'apprécier les candidats C'est qu'ils ont ça. en face. Si vous Exactement. avez un candidat, je vais le citer, Denis Sassou Nguesso, qui, alors qu'on va vers les élections, voilà, a créé une milice en train de tuer les Congolais, en train d'enlever les jeunes Congolais qui disparaissent. Et ce même Oui. candidat, il va aller aux élections et les Congolais devront aller voter pour lui, entre guillemets, il faut le dire, Voilà. alors que si c'est une Exactement. élection... Et Non, le journaliste franchement, retient une telle information. exactement. Il fait de la rétention de l'information. On ne peut pas parler d'autocensure pour son cas parce on a fait une interview de 5 minutes, hein, avec tous les détails, toutes les précisions. Et le monsieur, depuis une semaine bientôt, il a bloqué l'information, il a retenu Bah, l'information. le problème, c'est C'est celui-là, c'est ça. que après, il reviendra vous dire qu'il a perdu la bande. Et voilà, et ce sont les Voilà. petits, Exact. voilà, les petites manières des Exactement. journalistes, ça, on Exactement. le sait. Alors, nous Exactement. allons terminer. Parfait, Mokoko. Nous allons terminer. Nous sommes presque à la fin de cette émission. C'est vrai qu'il y a plusieurs autres aspects que vous avez relevés dans votre rapport, mais comme je l'ai dit, on ne va pas échanger sur tous les aspects parce que c'est beaucoup et puis le temps est tellement court. Je recommande et j'insiste là-dessus, les Congolais devront se procurer de ce rapport. Il est déjà en ligne, je crois. Il est en ligne sur le site de l'OCDH. Ok, il est Pour en avoir ligne, un peu. donc nos téléspectateurs pourront le consulter. Lorsque vous expliquez tout à l'heure comment ces jeunes sont levés, séquestrés, les yeux bandés, ligotés, les mains derrière, ça m'a fait penser à Lassim Witi qui a vécu les mêmes traitements cruels, inhumains. Et là, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que ce sont les mêmes services, finalement, Ce sont les mêmes le même mode services. opératoire. Par les pratiques, on sait remonter, retrouver, identifier l'auteur par la similitude des actes. Ben Et pour voilà. ceux qui, concernant Lassim Witi, doutaient de ce cas-là, parce que nous savons qu'il y a même des défenseurs des droits de l'homme qui ont pensé que l'affaire Lassim Witi était de la comédie. Il y a des défenseurs des droits de l'homme, que j'appelle moi des mercenaires de la société civile,
qui avait pensé que l'affaire Lassim Bouti, c'était un montage. Vous allez voir dans le rapport une photo de Lassim Bouti avec sa bouche édentée, les dents arrachées à la tenaille. Que ceux qui pensent que c'est de la comédie disent bien encore que quand on perd les dents, dans ces conditions-là, c'est encore de la comédie. Donc, pour vous dire que c'est le même service, et maintenant nous avons la confirmation que c'est la DGSP qui avait enlevé la Simbouti. C'est clair désormais. Vu la Oui, civilité des comme qui actes, dirait, ça se passe. le criminel revient toujours sur la scène de crime, et là, on sait désormais, parce que c'est la même DGSP que Denis Sassou Nguesso, c'est lui-même qui nous l'a dit, il avait ordonné à la DGSP d'aller commettre des crimes dans le pôle, le C'est génocide, ça, il a reconnu ça, c'est il ça. a avoué, c'est la même DGSP qui a commis des massacres un peu partout, et là, on est en train de la voir sur le terrain, cette fois-ci, elle ne s'en cache plus. Voilà, nous commettons, nous tuons, comme aime à le dire le général Sergio Boa, sans état d'âme. Les mots sont Oui, lourds de sens, sans état d'âme. exact. Nous allons aller jusqu'au bout. Vous les parents, les complices de vos enfants, faites les choix. Après un mois d'opération, nous avons compris les sorciers, les parents, complices. Les parents, complices. Dans la vie, il faut savoir faire des choix. En ce jour, sur les lettres du port de l'esclavage des colonels-majors au titre de 2025, nous demandons humblement aux parents de faire le bon choix de la vie. Sinon, la force de la loi va s'appliquer sur eux. La force de la loi s'applique. Sans état. Si vous pouvez nous parler évidemment de la violation des droits électoraux, c'est comme ça que vous avez écrit ça, et restriction de l'espace civique. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Comment se caractérise évidemment cette violation des droits électoraux? La violation des droits électoraux se caractérise par le fait que le dispositif institutionnel qui a été mis en place pour organiser les élections au Congo ne garantit pas l'authenticité du vote des citoyens. Parce que nous avons affaire à une commission nationale électorale indépendante qui n'est en fait indépendante que du peuple. Elle n'est pas indépendante du PCT. Elle n'est pas indépendante du gouvernement. Cette commission nationale dite indépendante, elle n'est indépendante que de la population. Elle n'est pas indépendante des forces politiques, notamment du pouvoir du PCT. Elle n'est pas indépendante du gouvernement et à plus forte raison du candidat président de la République. Et cette situation ne garantit pas le respect des droits électoraux, l'authenticité du choix que pourront marquer les citoyens congolais. Et d'autre part, au regard des autres candidats, des candidats et même de la société civile, vous avez remarqué que le président en fonction, le président sortant, est, comme on dit, le favori. En fait, il n'est pas favori parce que c'est le meilleur. Il est favori parce que méthodiquement, l'espace civique, l'espace politique a été tellement restreint, les libertés politiques, les partis politiques sont maintenus sous pression, dans des conditions difficiles d'exercice de leur rôle de parti politique, même d'opposition, que forcément le parti au pouvoir, le parti du président de la République est écrasant, pour ne pas dire dominant. Et c'est pas étonnant qu'on en arrive là, qu'il soit le favori. Parfait, Mokoko, comme je l'ai dit tout à l'heure, les mots en leur sens est souvent lourd de sens. Favori, c'est lorsque, évidemment, l'élection se déroule dans des conditions de transparence et d'équité, des conditions démocratiques. Mais là, tout le monde sait que il va encore tricher comme d'habitude, vous l'avez dit. Et voilà qui fait penser finalement que cette opération avait été lancée dans le but, bien entendu, de terroriser la population, d'instiller la peur. Et en fait, comme qui dirait, de vicier le processus. Et là, nous avons des candidats qui sont allés à cette élection. Les conditions, tout le monde le sait, ce sont les mêmes, rien n'a changé. Elles ne sont pas transparentes. C'est le même monsieur qu'on a gardé à la commission d'organisation des élections. C'est le même président de la Cour constitutionnelle qui est resté là, les inamovibles de ce régime, qui sont restés là. Ce sont les mêmes.
Et les listes, déjà, nous avons les cartes qui circulent sur la toile, les cartes d'électeurs, où vous retrouvez plusieurs cartes des personnes décédées depuis 5 ans. Vous avez la même liste qu'on va rechercher, c'est la liste 2002. Et donc, l'élection, en réalité, en tant que telle, on ne devait pas parler d'une élection. Mal nommer les choses, c'est rajouter le malheur au monde, disait Albert Camus. Exact. Et donc, tout le monde Exact. sait que Denis Sassou Nguesso va réitérer son mode opératoire, c'est-à-dire il va encore trafiquer les résultats qui seront publiés nuitamment, comme d'habitude. Certainement qu'il va déployer sa DGSP pour éviter toute contestation. Voilà dans quel contexte va se dérouler cette élection, cette prétendue élection. Là aussi, il faut qu'on arrive à bien le dire, cette parodie d'élection. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que Tout à fait. vous, des organisations non gouvernementales, allez faire pendant ce scrutin? Observer, regarder impuissamment ou comment ça va se passer? Effectivement, nous n'allons pas regarder, mais nous allons observer. Nous savons des éléments à suivre et nous avons aussi l'obligation de témoignage. Et nous ne pouvons pas rester dans nos maisons. Nous allons demander à dessein l'accréditation pour mettre à l'épreuve l'institution organisatrice de cette élection. Si d'habitude on ne nous accorde pas l'accréditation, et si cette fois-ci l'accréditation nous est accordée, nous allons observer. Si elle n'est pas accordée, nous allons faire de l'observation citoyenne parce que en tant que citoyens, nous pourrons avoir accès au bureau de vote, mais juste pour voir comment cela se déroule. Mais nous aurons aussi accès au centre de vote et nous apprécierons, nous publierons des rapports sur le déroulement du scrutin. Mais nous savons bien que les dés sont pipés, que l'élection est jouée, parce que, comme vous avez dit, hein, il y a même un lien à faire entre l'opération de terrorisation des populations et là où nous en sommes. L'opinion publique a été conditionnée en conséquence, mais nous savons que l'élection va se dérouler, le vainqueur est déjà connu, mais en tant qu'organisation de la société civile, nous allons constater et établir des responsabilités et puis dénoncer ce qu'il faut dénoncer. Mais nous savons que il suffit pas de dénoncer, euh, mais de témoigner, ça c'est nécessaire de notre part, de témoigner. Voilà. Merci, Parfait Moukoko. Qu'en Merci. est-il des réfugiés qui sont à Louosi, des populations qui sont parties du pôle, qui se retrouvent aujourd'hui à Louosi, en RDC? Oui, avec les bombardements dans le pôle, il y a une partie de l'électorat hein, congolais qui est en exil en RDC, notamment à Louosi. Et bien évidemment, comme vous pouvez imaginer, vous pouvez le penser, ces personnes ne viendront pas voter. Ces personnes ne viendront pas voter. Et évidemment, même si elles venaient voter, est-ce que ça pourrait changer la donne avec tout ce que nous venons de dire tantôt? Mais ces personnes sont en difficulté, abandonnées. Aucune autorité congolaise ne pense à aller les visiter pour les ramener au Congo. Aucune autorité, aucune mesure des autorités, même locales, même départementales, pour aller voir et ramener ces personnes dans leur localité d'habitation. Et ce sont des Congolais abandonnés à eux-mêmes. C'est un électorat abandonné, des citoyens abandonnés, négligés. Et nous sommes en contact avec les organisations de la société civile de RDC qui leur apportent l'assistance dans la mesure de leur capacité. Et le HCR, voilà encore, le HCR dit ne pas être capable de les assister parce que ils n'ont pas atteint le nombre approprié de 5000 personnes, parce que pour bénéficier de l'assistance du HCR, il faut au moins 5000 personnes. Ils sont moins de 5000 et le HCR ne peut pas agir, ne peut pas intervenir, d'après les informations qu'on nous a données. Donc, ces personnes sont abandonnées et bénéficient de l'assistance des populations de Louosi, en RDC. Et voilà, c'est ça la situation de ces personnes-là. Et les organisations de la société civile du Congo-Brazza, la société civile congolaise, nous sommes en train de nous organiser pour voir ce qu'il est possible de faire pour leur apporter l'assistance humanitaire.
Merci. Merci, parfait, Moukoko, d'avoir été avec nous sur R7. Je rappelle que vous êtes journaliste et président du conseil d'administration de l'Observatoire congolais des droits de l'homme, OCDH. Grand merci d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est moi. Je Merci. vous en prie. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci, Christian. Prochain rendez-vous, on se retrouve sur voilà, la même chaîne, comme qui dirait, le même média, probablement avec la même ambiance, pourquoi pas, le même cadre. En tout cas, merci de nous avoir fait confiance et de nous avoir suivis. À très bientôt.